First PM, ce n'est pas un métier comme les autres dans le monde du produit. Souvent seul à porter la culture produit dans une entreprise, on se retrouve généralement product designer, product ops, product marketer, customer success manager ou encore data analyst, en contact direct avec le CEO bien entendu. Le tout en étant balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge. Que dirais-tu, justement, de ne plus être seul ? Je suis Marie Vidal, expert produit et solopreneur, et je vais maintenant t'accompagner. Grâce au podcast First PM Stories, tu pourras trouver plein de process actionnables de la part de nos pairs qui feront ta communauté. On y débriefe les méthodes de base, tes solutions et des retours d'expérience en compagnie des meilleurs experts qui sont passés par là. Allez, installe-toi bien, ça démarre tout de suite. Le test. Pour une startup, il est important d'aller vite sur le marché. Et pour un First PM, dans cette startup, il faut savoir composer entre cette vitesse d'exécution et le degré de qualité que l'on est capable de fournir. Sinon, on peut vite se retrouver avec une maintenance opérationnelle très forte entre la dette technique et les demandes d'évolution mineures du tout venant. Pour parler de ce sujet, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur First PM Stories Théo Roulant, actuellement First PM chez Piana, qui va nous partager son expérience. Salut Théo, comment vas-tu? Et pour commencer, peux-tu te présenter? Eh bien, bonjour à tous. Donc c'est Théo, ça va très bien. Je suis très content d'enregistrer mon premier podcast. Donc pour me présenter rapidement, je suis product manager depuis 6 ans, tout simplement depuis mon premier stage d'école de commerce. J'ai majoritairement travaillé en startup, B2C et B2B, et je me suis à l'époque spécialisé un petit peu en data. J'étais data analyst suite à un passage au wagon. Je me suis un peu aussi spécialisé en no-code à un moment donné, même si je me suis un peu détaché de ça maintenant. Et là, maintenant, je m'intéresse plus aux aspects business du produit. Donc là, depuis 1 an, j'ai rejoint Piana, qui est une startup. Je vais la décrire juste Bah après. vas-y, Et, tu et, peux y euh, aller. et je, ok, et je suis First PM, donc pour Piana. Ok, Alors, Piana, qu'est-ce que c'est? Piana, en quelques mots, c'est une startup qui a été créée il y a 2 ans et demi. On est un peu moins de 40 employés actuellement et nous sommes basés à Paris et à Marseille. Donc moi, je suis à Marseille. Et qu'est-ce que Piana? Donc c'est assez simple, c'est une solution SaaS qui est destinée aux gestionnaires de flottes de véhicules et donc à leurs conducteurs. Donc des flottes de véhicules, ce sont des flottes de véhicules de fonction, de services, véhicules utilitaires. Et concrètement, ce que fait Piana, c'est que nous proposons des cartes carburant ou business à destination de leurs conducteurs et grâce à ces cartes-là, ils vont pouvoir payer dans 100% des stations de France et d'Europe. Et toutes les données de paiement issues de ces cartes, elles vont remonter donc dans ce fameux SaaS afin que les gestionnaires de flotte puissent piloter et suivre l'activité des cartes, donc les dépenses. Donc voilà, concrètement, notre impact, c'est qu'on aide les gestionnaires de flotte à minimiser leurs dépenses grâce au suivi de la fraude, etc. Ok, vas-y, tu Voilà, voulais peut-être voilà. enchaîner sur quelque chose? Non, voilà pour Piana, Ok, ok, synthèse. très bien décrit. First PM chez Piana. T'es arrivé, t'as dit il y a 1 an, c'est ça? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton contexte d'arrivée? C'est-à-dire, la boîte avait déjà 2 ans. Est-ce qu'il y avait déjà un gros parc client? Est-ce qu'il y avait déjà un vrai produit en production? Comment les équipes se structuraient à ton arrivée? Est-ce que c'est issu d'une levée de fonds, ce genre de choses? Oui, donc le contexte, je suis arrivé à peu près 1 an et demi après le lancement commercial. Piana venait de valider une série A. Ok. Et quand je suis arrivé dans les effectifs, ils étaient un peu moins de 20 employés. Côté équipe tech, on a une équipe assez senior. À l'époque, ils étaient juste 4 devs avec le CTO. Et le produit était géré par l'un des cofondateurs et un designer freelance en part-time. Et à ce stade-là, quand je suis arrivé, il y avait à peu près une centaine de clients qui utilisaient ce produit. Ok, les clients, c'est quoi? C'est plutôt des PME, des ETI? C'est plutôt des PME, même si forcément maintenant notre typologie de clients évolue, on signe de plus gros clients, mais c'était effectivement oui des TPE, TPE-PME, mais dans plein de secteurs différents. Ça Ok. peut être le transport, les taxis, les ambulances, voilà. Ok, et toi, tu dis quand tu les as rejoints, il y avait 4 personnes à la tech, un défendeur qui s'occupait de la partie produit, mais tu parles d'une vingtaine de personnes. Ça se structurait comment derrière? Il y avait combien de personnes à l'équipe? Je sais pas, il y avait du monde à l'équipe support, market, Mm. histoire de vraiment avoir une vue Ouais, je veux globale. bien. Donc l'équipe tech était, on va dire un quart
un quart des effectifs à ce moment-là. Ensuite, il y avait il y a 4 cofondateurs. C'est un peu particulier. Il y a une équipe CX aussi qui est assez bien structurée depuis le début, donc Customer Success, qui gère le support auprès des administrateurs et des employés, donc les conducteurs. Ils étaient combien, eux? Euh, Ils étaient déjà 3, si je dis pas de bêtises. Ok. Aujourd'hui, ils sont 5. Il n'y a pas de marketing. Et donc, il y avait effectivement, bien évidemment, au moins pour le quart, une équipe sales qui va démarcher donc les prospects. Et on n'a pas de marketing parce que pour le moment, voilà, on appelle directement les prospects. Ok, ok, très très bien. Et pourquoi est-ce qu'ils t'ont recruté à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a généré le recrutement d'un First PM? Hmm. Je pense que comme souvent, déjà, c'est une question de bande passante de la personne qui gère le produit. Souvent, c'est l'un des premiers cofondateurs. Donc concrètement, il avait de moins en moins de temps pour gérer le produit et il voulait aussi se focaliser sur des sujets plus stratégiques pour maximiser son impact. En parallèle, il y avait une croissance assez importante du nombre de clients, donc il y avait beaucoup plus de demandes et de problèmes à traiter, donc ça devenait ingérable. Et pour le contexte, le produit, c'était donc une V1 quand je suis arrivé. Donc il tournait plutôt bien, mais si on voulait le faire passer à l'échelle, c'était important d'avoir une personne dédiée qui peut passer du temps avec les clients, mettre en place les bons process produits, travailler main dans la main avec les développeurs et les designers pour améliorer l'expérience, pour voilà dépasser ce stade de la V1 est une série de POC, on veut quelque chose de plus quali et scalable. Ok. Et juste très important aussi, j'ai pas du tout été recruté initialement pour gérer cette problématique des tickets support qu'on va évoquer juste après. Ouais. Ok, ok. Bah, c'était quoi ta feuille de poste, si on peut dire? Eh bien, tout sauf ça. Non, bah c'est très simple, hein. C'est mettre en place les bons process produits, que ça soit pour gérer le delivery ou la discovery ou la stratégie, faire passer le produit à un stade supérieur, améliorer l'expérience. Enfin, comme tu le sais, quand tu arrives de First PM dans une startup, tu as une fiche de poste qui est assez large entre guillemets. Tout peut changer très vite, mais voilà, les objectifs étaient assez clairs. Après, toi, t'es arrivé dans un contexte quand même où les founders avaient une culture produit, déjà, si je dis pas de bêtises. Ou pas Tout du à tout. fait, Voilà, voilà. clairement. L'un des quatre, celui qui gérait le produit, il avait une très bonne culture produit. Ok, ça c'est plutôt agréable quand même quand tu arrives. Mm. Ça peut être complexe à gérer sur certains points, mais il n'y a pas cette évangélisation produit quand même à faire qui est, euh, qui est plutôt agréable pour un first PM. Ok, tu dis une feuille de poste assez large, ce qui est logique pour un first PM, et on sait que de toute manière, les missions qu'on va faire derrière, elles vont être affinées très très rapidement, suivant le besoin. Toi, quand tu es arrivé, comment ça s'est passé au final? Tu as commencé par quoi? Et comment on va en arriver sur cette gestion d'améliorer la maintenance opérationnelle? C'est passé comment Ouais. tes débuts? Bon, alors, ça a été très rapide. Je suis arrivé mi-décembre, donc l'année dernière. On m'a tout de suite mis sur un gros projet. On venait de signer en fait un très gros client, c'était la première fois, et il avait un besoin spécifique. C'était donc une condition pour pouvoir le signer et l'onboarder. Donc j'ai travaillé sur ce projet-là, et une fois qu'il s'est finalisé, très rapidement, en fait, mon manager m'a dit que on avait un problème justement avec ce sujet de la maintenance opérationnelle. Moi, je le voyais de loin, ce sujet-là, j'avais pas eu le temps encore de m'y pencher. Et donc concrètement, il m'a demandé de prendre en main ce sujet. Après, je peux peut-être expliquer ce qu'est la maintenance opérationnelle pour que... Alors, je veux bien Ouais. qu'on définisse bien ce que toi t'entends par maintenance opérationnelle, et puis après que tu m'expliques aussi pourquoi en fait ce sujet est arrivé et comment il a été identifié déjà. Tout à fait. Donc, premier point, qu'est-ce que la maintenance opérationnelle? La maintenance opérationnelle consiste à traiter tous les tickets, donc c'est-à-dire toutes les demandes qui sont créées par l'équipe Customer Experience à destination de l'équipe Tech. Donc, Customer Experience, je le rappelle, on a deux parties. Account Management, c'est les personnes qui vont gérer plutôt les admins. Et il y a une autre partie qui est le support, qui va gérer plutôt les employés, donc les porteurs de cartes, les conducteurs. Ok. Et donc voilà, donc ces personnes-là ont souvent des demandes et elles vont créer des tickets pour que l'équipe tech puisse les traiter. Des Ouais. exemples de tickets, histoire que ça soit très Oui, tout à concret. fait. J'allais le préciser. Donc, par exemple, on peut avoir des bugs qui sont classiques, hein, des bugs qui sont détectés par soit les clients, soit l'équipe Customer Success qui utilise le produit au quotidien. Soit, J'arrive pas à me connecter, ce genre de truc, quoi. clairement, j'arrive pas à me connecter, j'arrive pas à commander une carte, et tout à fait. Et il y a aussi des demandes de modification qui, au niveau
d'un client spécifique pour compenser une fonctionnalité qui n'existe pas. Donc, je vais donner un exemple. Par exemple, avant, on n'avait pas de système de commande en masse de cartes. Lorsqu'on a des gros clients, ils nous demandaient de commander 100 cartes d'un coup. Voilà. La fonctionnalité n'existait pas, donc ils demandaient à faire cette manip via un ticket support. Ok. Voilà, il y a des demandes donc plus ou moins urgentes. Et ce qui est important de noter, il faut bien le différencier. Ce type de demande est donc très lié à un niveau d'urgence élevé. Et il faut le différencier des ce que nous on appelle les product requests. Donc, ce sont des demandes d'optimisation de la plateforme qui sont donc faites par les clients et remontées au pôle CX. Et ce sont des demandes qui souvent sont moins urgentes. Ça peut être des fonctionnalités assez stratégiques. Je peux donner un exemple dans le contexte de Piana, ça va être remonter les données des recharges électriques. Voilà. On sait que si on le traite pas dans la minute, c'est pas un problème. Ça doit s'inscrire dans la roadmap. Donc voilà, faut bien différencier ces deux types de demandes. Il y a ticket support égale urgent et les demandes plus mid-term, long terme qu'on intègre dans la roadmap. Ok. Et tickets support, comme tu disais, qui peuvent être du bug ou, comment dire, Des demandes de... remplir un service qui n'était pas couvert par la plateforme, mais qui est indispensable pour tes clients. Ouais, clairement. Ok. Là, tu as ton manager qui arrive et qui te dit, j'aimerais que tu traites ce sujet. Pourquoi, en fait, il te parle de ça? Comment ça a été identifié? Et toi, tu disais que tu avais quand même senti qu'il y avait ce besoin-là, pardon, de loin. Comment tu as ressenti ça, en fait? Que je comprenne bien, en fait, comment on en est arrivé là. Ouais, c'est la petite partie storytelling. Important. Tout à fait. Donc le contexte, il est que donc je finalise ce gros projet, je vois qu'il y a un problème au niveau des tickets support, mais j'avais pas le temps de m'y pencher. Donc mon manager, lors d'un one-one, m'en parle. Il me demande de prendre en main cette problématique. Jusqu'à présent, c'était le CTO qui était en lead sur le sujet, mais qui est vraiment sous l'eau. Et concrètement, la problématique, je vais un peu plus l'expliquer en détail juste après, mais il y a énormément de tickets support, ils sont compliqués à gérer, l'équipe tech est sous l'eau et donc n'a même plus le temps de développer des features, on va dire, stratégiques qui s'inscrivent dans la roadmap. Donc, ce que me demande de faire au tout début mon manager, il me dit, écoute, tu vas mettre les mains dans le cambouis, c'est toi qui vas devoir donc administrer tous les tickets aux développeurs, c'est toi qui vas devoir les prioriser et c'est toi qui vas devoir gérer donc les interactions entre les demandes CX et les à destination de la tech. Donc le constat, au final, toi tu l'avais vu, mais de loin, on va dire. Là, c'était carrément un constat qui était fait au niveau de l'entreprise. Il est issu du fait que dans l'outil de ticketing, il y avait une masse de tickets, mais qui était déjà monstrueuse et non traitée. C'est ça? Exactement. Mais là, Ok. si tu veux, je peux détailler, on va dire la situation. Là, je te donne une Ouais. vision assez Ouais, macro, mais clairement. Je veux bien. Je veux bien. super. Bah, je vais diviser cette partie en deux. Donc, il y a déjà les faits, qu'est-ce que j'ai observé, et ensuite les causes, ce qui était donc mes premières analyses. Donc, déjà les faits au niveau de chaque équipe. Au niveau de la tech, l'équipe tech pouvait passer jusqu'à 50% de leur temps à gérer des tickets support, donc des demandes short term urgentes. Et Et ça, donc, pouvez plus. c'était vraiment mesuré. C'est-à-dire, c'est pas du doigt mouillé. C'était... Alors, c'est totalement du doigt mouillé Ah, puisque, comme je vais le préciser, mais on n'avait aucun outil pour mesurer les stats. ok. Donc, mais bon, voilà, discussion entre tout le monde, on était assez alignés sur 40-50%. Ok. Et donc, forcément, donc déjà, c'était problématique pour la scalabilité de la boîte. Il y avait un énorme défocus, donc les devs étaient aussi très frustrés d'être toujours dans cette situation d'urgence. Donc, ça, c'était au niveau de la tech. Au niveau de l'équipe Customer Success, pardon, elle devait donc gérer un grand nombre de demandes clients tout le temps urgentes. Elle recevait beaucoup d'appels, ça impactait aussi leur productivité. Et forcément, côté client, bah, il y avait de l'insatisfaction, des fois des menaces de churn, puisque les délais de traitement des demandes urgentes étaient aussi trop longs. Ok. Et c'était aussi très frustrant pour mon cofondateur à l'époque, puisqu'il y avait peu de bandes passantes pour faire avancer la roadmap avec des projets stratégiques. Et donc, globalement, cette situation a créé pas mal de frustration entre les équipes et il y avait forcément un fort risque de scalabilité pour la boîte. Après, je pourrais te détailler les causes, Ouais. au moins pour bien comprendre quel était le contexte. Alors déjà, il y avait un problème d'outils, puisqu'on utilisait uniquement Slack à l'époque. Donc forcément, les limites, c'est que c'était super dur de prioriser les tickets et il n'y avait pas de stats. Donc Ensuite, oui. Slack, c'était vraiment votre outil pour le ticketing. Les tickets entrants, c'était vos clients vous contactaient par Slack ou il y avait quand même un outil qui était au-dessus Oui, effectivement. Donc il y avait les clients contactaient le pôle Customer Success via Aircall ou via mail et tout remonter notamment via Intercom. Et ensuite,
les CX, donc Customer Success, allaient créer via un petit formulaire Slack le ticket. Les devs lisaient le ticket, le traitaient, communiquaient sur l'avancée sur Slack. Donc Ok, tout se passait essentiellement sur Slack. ok. Côté, comment dire, réception de la demande, c'était du intercom ou autre, on va dire. Exactement. Et derrière, après, les échanges entre les équipes CX et la tech par Slack avec, comment dire, un flow continu de demandes et la nouvelle demande qui devient prioritaire par rapport à celle qui était là il y a 5 heures avant et qu'on perd de vue et on a du mal à C'était piloter. C'était exactement ça. Et au-delà de ça, donc il y avait la limite de l'outil, il y avait aussi une limite de process, puisque par exemple les templates, donc pour créer les tickets, n'étaient pas assez structurés. Donc les demandes étaient mal qualifiées et forcément, il y avait une perte de temps à comprendre quel était le problème, quelle était la bonne solution. Et il y avait aussi un manque de visibilité sur le traitement des tickets côté CX, puisque voilà, il n'y avait pas d'outils. Donc les techs devaient sans cesse communiquer, mais ils n'avaient pas forcément le temps. Donc il y avait ce problème-là de process. Puis il y avait aussi un problème, je pense, d'ownership. C'est le constat que j'ai fait, c'est que le CTO qui gérait les tickets à l'époque n'avait pas forcément le temps. Il était vraiment sous l'eau. Il devait aussi traiter beaucoup de tickets. Donc c'était compliqué pour lui de prendre un peu de recul pour optimiser toute cette partie-là. Et un des points les plus importants aussi, qui est la quatrième cause, c'est qu'il y avait une forte dette technique, mais pas que. Il y avait aussi, dette technique, ça peut être, bon, tout ce qui va générer des bugs, du code pas propre, etc. Mais il y avait aussi une forte dette produit, c'est-à-dire il manquait beaucoup de Mm. fonctionnalités, notamment dans la phase d'onboarding. Et c'est à cause de ce manque de fonctionnalités que les clients remontaient beaucoup de demandes voilà, de modifications et d'updates. Et quelque part, en fait, cette situation, elle était comme ça parce que vous avez eu un gros volume de clients qui arrivaient en même temps, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que il y avait, vous répondiez vraiment à un vrai besoin. Je ne sais pas si on peut parler d'avoir trouvé son PMF. Peut-être qu'on est un peu dans le vrai là-dedans. Donc vous avez commencé à obtenir vraiment, comment dire, beaucoup plus de clients et les process qui étaient pertinents au début, quand on est sur beaucoup moins de clients ou autre, n'étaient plus du tout adaptés et n'avaient pas été anticipés, quoi. C'était exactement ça la situation. Grosse croissance, un produit qui n'avait pas encore assez évolué, forcément, et des process qui n'étaient pas encore très structurés, et tout est allé très vite. Et donc il y a eu du chaos. Et voilà, le but là, c'était de mettre un peu d'ordre et de limiter ce chaos. Voilà, et c'est à ce moment-là que c'est tiens Théo, allez maintenant, va falloir corriger tout ça. Ok, Exactement. au moins ça permet de bien comprendre le contexte. Quelque part, j'ai envie de dire, c'est des signaux qui peuvent faire peur et à la fois c'est positif parce que ça veut dire que il y a beaucoup de clients, il y a de l'attraction et si jamais vous êtes en capacité de gérer les choses et de les gérer bien, c'est quand même des super bons signes pour vous. Encore faut-il bien les gérer, quoi. Exactement. Donc on t'a fait la passe, on t'a dit bon ben maintenant Théo, il faut traiter ça. Explique-nous un peu comment tu t'y es pris, ce qui s'est passé, ce que tu as mis en place, ce genre de choses. Très bien. Donc là, à ce stade-là, j'avais une vision assez macro des problématiques, mais il fallait, avant même de commencer à mettre en place des éléments concrets, que ce soit sur le process ou autre, il fallait déjà que je comprenne parfaitement quelle était la situation. Donc, ce que j'ai mis en place à ce stade, c'est déjà d'un point de vue étude qualitative, je voulais comprendre quel était le fonctionnement actuel et les problèmes rencontrés, donc que ce soit auprès de la tech ou auprès de l'équipe CX. Donc là, j'ai organisé des workshops et surtout au début, je me suis mis, on a nous ce qu'on appelle un huddle tech, donc sur Slack, parce que nos développeurs sont basés à différents endroits en France. Et je me suis connecté quasi tous les jours pendant 8 heures d'affilée sur ce canal Slack pour qu'on puisse en live, dès qu'il y avait un ticket, en discuter pour que je comprenne à chaque fois quelles étaient les typologies de problèmes, comment les techs les traitaient, etc. Quelles étaient leurs problématiques. Donc ça, c'était une phase, tu vois, très qualitative. Et ensuite, ce que je devais comprendre aussi, c'était vraiment quelles étaient les typologies de problèmes relatifs au ticket. J'en ai mentionné deux tout à l'heure, mais en fait, il y en avait quatre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis repassé sur les 100 derniers tickets et j'ai essayé de comprendre à chaque fois donc quelles étaient les, les grandes catégories de problèmes. Donc, j'en ai identifié quatre. La première typologie, c'était donc des bugs tech, tout simplement, hein. Un Classique. bug a été mis en prod parce que on est allé vite, donc une fonctionnalité ne fonctionne plus, tout simplement. Un Donc ça, c'est à classique. peu près 20% des problèmes. Ensuite, il y avait une typologie de problème qui était assez originale, que nous on appelait mishandling. C'est en fait des fausses manips qui étaient faites souvent par les clients ou par les CX à cause de failles dans le produit. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais nous on est associé à un prestataire bancaire qui s'appelle Swan et qui va gérer toute la dimension bancaire, donc les comptes, les cartes, etc. Et ils imposent beaucoup de contraintes.
Nous, pour accélérer le délai d'onboarding, à un moment donné, on a, entre guillemets, fait sauter certaines contraintes et en fait, on payait les pots cassés plus tard dans le parcours. Ah, je Donc en comprends. fait, on a ouvert des failles dans le produit et donc qui généraient aussi des bugs. Ensuite, troisième typologie, c'était des demandes qui étaient faites par les customers, les CX et les clients, qui étaient souvent inutiles ou farfelues. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un problème de compréhension du produit, et donc il y avait des demandes qui étaient faites, mais qui n'avaient pas d'intérêt, pas d'impact au final. Et ça, c'était environ 10-15% des demandes. Et enfin, la majeure partie des tickets étaient liés à ce qu'on appelle des actions tech palliatives, comme j'expliquais tout à l'heure. Produits encore pas suffisamment matures, notamment sur la phase d'onboarding. Donc, il manquait des fonctionnalités. Et donc, les clients nous demandaient de faire des manips one-shot pour eux, tout simplement. Donc Ok. voilà, c'est les quatre typologies de problèmes. Et ensuite, il y avait la phase quanti, analyse quanti. Euh, Mais dis-moi, donc si on revient, donc tu as dit, tu t'es mis sur ce canal Slack, tu as étudié les tickets. Première question que j'ai, les actions que tu as fait, tu les as fait pas forcément non plus dans ton coin. Est-ce que l'équipe tech déjà était au courant de la démarche que tu allais entreprendre là-dessus? oui, tout à fait. Je l'ai pas mentionné, mais effectivement, quand j'ai repris le lead sur ce sujet, donc j'ai envoyé une communication Slack sur un canal dans lequel tout le monde est présent et j'ai effectivement précisé mes responsabilités, comme quoi j'allais reprendre d'un point de vue opérationnel ce sujet et que j'allais surtout essayer de creuser, de comprendre ce qui se passait actuellement. Ok. Et donc toute la boîte était au courant. Ok, super. Ouais, effectivement, c'est quand même important d'informer Mm. pour que le travail soit pas fait en sous-marin et surtout que quand tu contactes des gens, ils comprennent un peu la démarche qu'il y a parce qu'elle a été présentée en amont. Tout à fait. Et cette étude, tu dis les 100 enfin les 100 derniers tickets, tu arriverais à nous dire un peu une échelle de temps, combien de temps ça t'a pris pour arriver à faire déjà ce premier travail, cette étude où tu as pu séparer ces thèmes? Je pense que ça a dû durer une dizaine de jours. Et en fait, quand je dis les 100 tickets, ça englobe aussi les nouveaux tickets qui étaient créés. Et donc, j'en discutais à chaque fois avec l'équipe tech là dans Slack. J'essayais de comprendre en fait pourquoi on nous demandait ça, quelle était la faille sous-jacente, par exemple. Donc voilà, c'était analyse des tickets de manière rétrospective et des tickets qui étaient récemment créés. Et Ok, ça, hein, donc, 100 tickets environ. ok. Ça a pris une dizaine de jours. Donc, tu as fait d'abord cette étude-là pour arriver à splitter tes thèmes et compagnie. Et donc, tu disais que tu avais fait un autre type d'étude après sur du volume, ça ou... Tout à fait. Donc il y avait cette approche qualitative, comprendre en parlant avec des personnes en interne, en allant checker les tickets. Puis il y avait donc la dimension quantitative qui était très importante aussi. Donc comme je le disais tout à l'heure, déjà ce que j'ai compris au début, c'est qu'il n'y avait aucune stat liée à l'outil. Donc une des premières missions qui était très importante, c'était de migrer rapidement sur un outil qui nous permettait d'avoir des statistiques et en parallèle de bien gérer les tickets, donc définir des prios, des honneurs pour chaque ticket. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a migré sur Linear. C'était l'outil qu'on utilisait déjà pour le delivery. Ils ont une intégration qui est assez utile avec Slack. Et donc ça nous permettait de collecter des stats sur le nombre de tickets qui étaient créés et donc de gérer un peu plus le chaos à court terme aussi. Et donc ce que j'ai fait ensuite aussi, c'est d'aller mettre du tracking un peu plus micro, un peu plus précis pour justement pouvoir quantifier ces différents types de problèmes. Donc par exemple, ça passait par mettre en place des labels, tu vois, sur chaque ticket, c'était OK, quelle est la typologie de problème? Est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est une action tech palliative? À quelle étape du parcours cela fait écho? Et puis des labels additionnels pour aller vraiment comprendre précisément des fois des typologies de problèmes. Et c'est qui était en charge de faire ça? Donc mettre en place ces labels dans l'outil, c'était moi. Ensuite, aller donc les mettre, les apposer sur chaque ticket, c'était moi aussi, puisque à cette période-là, en tout cas, j'ai assigné les tickets aux développeurs et je Ok. challengeais les tickets Ok. quand c'était nécessaire. J'essaie de faire un petit récapitulatif sur comment ça marchait quand tu as commencé à mettre les mains dedans. Les tickets arrivaient, c'est du mail, du téléphone, mais c'était créé côté intercom chez vous. Là, de l'intercom, les tickets pouvaient être redescendus suivant l'analyse qui avait été faite par les CX dans un canal Slack. Et de ce Mhm. canal Slack, ça partait après, ce que tu as mis en place, sur un linéaire pour justement avoir une espèce de backlog, on va dire, de ces tickets-là, et sur lesquels toi, tu arrivais derrière, euh, tu rajoutais des étiquettes, tu mettais tes tags, et tu les assignais. Tout à fait. Et juste pour bien comprendre le lien entre Linear et Slack,
Avant, c'était un petit formulaire Slack dans Slack, et après, c'était un formulaire linéaire, donc dans Slack. Et forcément, ça allait créer le ticket dans linéaire, ce qui était notre backlog de tickets support. Effectivement, c'est totalement ça. Et, Ok. et donc, juste pour finaliser sur cette partie étude quantitative, une fois qu'on a mis en place ce tracking, il fallait aussi que je centralise tous les problèmes, on va dire, assez macro. Donc, concrètement, j'ai créé un backlog de problèmes dans Notion, et chaque problème était relié à un ensemble de tickets one qui avaient, en disant, la même cause, la même problématique. Donc c'était un peu le premier output de cette phase d'audit. Et le deuxième output, c'était d'avoir une compression encore plus globale de l'ensemble de ces problèmes. Parce que, en fait, c'est important de prendre un peu de hauteur et de visualiser les liens qu'il peut y avoir entre certains problèmes. Tu vois, des fois, tu peux avoir un problème qui se trouve en début de parcours d'onboarding, et puis il y a un deuxième problème qui aussi se matérialise à la fin du parcours, mais les deux problèmes ont la même cause. Donc, ce qu'on a fait avec le designer, et aussi l'ensemble des équipes concernées, sur Miro, donc c'est un board visuel, on est venu mettre des screenshots de chaque étape du parcours et venir lister les différents problèmes avec les liens des tickets one pour avoir une vision d'ensemble. Donc ça, c'était le deuxième output de cette phase d'audit, et ça nous a aidé à vraiment comprendre en profondeur quels étaient les problèmes et les liens de cause à effet surtout. Voilà. Ok. Tout à l'heure, tu me parlais d'une dizaine de jours. Ça a englobé ce que tu viens de décrire là, ou là, globalement, tout ce que tu viens de décrire, t'as été sur, je sais pas, une notion de un mois, quelque chose comme ça. Plutôt effectivement entre 2 et 1 mois. Ok. Et donc, c'était quand même un truc assez, ou on peut le dire comme ça, assez stratégique. T'as été quasiment sur du full time là-dessus? Clairement full time. En Ouais. fait, le problème était tellement critique pour la boîte à ce moment-là que c'était du quasi full time, Ok. 80%. Ok. Et quelque part, la chance que toi, tu as eue, et plutôt la manière dont ça a été fait, c'est que c'était bien saisi comme étant quelque chose de stratégique et comme quelque chose d'urgent. Donc, tu t'es pas retrouvé à devoir gérer ça à 100%, plus un autre truc encore à 100% qui n'est pas très faisable, et où on se retrouve à mal faire les choses. Tu as pu avoir justement, enfin, tu as pu dédier ton temps là-dessus, quoi. Non, mais bien évidemment, hein, tu sais comment c'est, surtout quand tu es le seul dans une startup. Les autres urgences n'attendent pas non plus. Donc, effectivement, tout le monde était au courant que c'était quand même le problème principal. Donc, si je mettais du temps à répondre sur d'autres sujets ou autres, les gens étaient plus compréhensifs. Mais forcément, il y avait quand même toujours ce flux de demandes clients qui était moins urgente, qu'il fallait gérer. Voilà, c'était un peu sportif, mais on y est arrivé. Et puis, beaucoup de gens m'ont aidé sur cette phase-là. Mais ça, c'est un truc qui est assez intéressant, c'est que là, pour l'instant, tu nous parles beaucoup de, comment dire, constats, process que tu as pu mettre en place, outils, mais il y a le ressenti aussi là-dedans. C'est-à-dire que on te met un truc qui est quand même assez challenge, tu comprends les enjeux pour la boîte, mais toi, comment tu l'as vécu, ce truc-là? euh, c'est intéressant aussi de comprendre comment ça se vit, quel est le mindset, et savoir que c'est pas forcément simple. Donc dans toute cette période-là, c'était quoi à peu près ton approche, et de manière plutôt personnelle, comment tu l'as vécu? Assez bien, parce qu'en fait, je voyais beaucoup de positifs dans cette situation, même si on était toujours dans une situation d'urgence avec un petit peu de tension. En fait, ça a été une formation éclair pour moi, puisque j'ai pu voir quels étaient les problèmes aux différents endroits du produit. Donc, niveau formation, c'était incroyable. Je pense qu'en fait, même tout PM qui a une problématique de ticket support, quand il arrive dans une boîte, il devrait plus ou moins les gérer, parce qu'en fait, ça permet d'avoir une vision très Ultra, rapide et à 360 du produit. ultra formateur, complètement d'accord. Ouais, Mais et j'ai même ultra. envie de te dire, franchement, le support, c'est pas que pour les PM, mais vraiment, peu importe où tu es dans l'entreprise, quand tu arrives à te rapprocher des équipes support, c'est le plus concret. Parce qu'en fait, c'est clairement les problématiques que tes clients, tes utilisateurs rencontrent. Donc c'est super intéressant, je trouve, à tout niveau d'en faire. Oui, tout à fait. Et après, oui, ça a été un petit peu dur. Bon, voilà, j'ai trouvé des solutions avec mon manager, mais dans l'ensemble, les gens ont été assez coopératifs, assez proactifs sur ce sujet. Donc, en fait, on était un peu tous dans le même bateau. C'était dur pour tout le monde. Donc, voilà, ça s'est quand même plutôt bien passé. Et puis, je pourrais détailler un peu plus ce que j'ai pu mettre en place d'un point de vue collaboration pour que ça se passe bien. Eh ben vas-y, explique. Donc là, ce que je disais avant, donc c'est en gros, j'ai essayé d'affiner un peu ma compréhension du problème via des études qualitatives et quantitatives. Ensuite, il y a eu une deuxième phase, c'est de mettre en place des solutions plus concrètes pour tacler ce sujet. Et donc, il y a effectivement dedans une dimension collaboration que je vais expliquer juste après. Donc, le step d'après, c'était de mettre en place
des nouveaux process et de cibler des développements produits qui vont permettre de réduire ce nombre de tickets. Donc, sur la partie A, on va dire, mise en place de process globaux, il y avait déjà une première brique qui avait été mise en place juste avant. Et les autres briques qui ont été mises en place, c'est déjà définir ce que je pense tout le monde connaît, une North Star métrique, c'est-à-dire un indicateur clé qui va nous permettre de mesurer l'impact de nos efforts sur la réduction du nombre de tickets. Cette métrique, c'était le taux de tickets par utilisateur. Donc, nombre de tickets divisé par le nombre d'utilisateurs. Ok, Et donc, vu qu'on avait des stats, on pouvait le suivre. On faisait une review régulière de cette stat et on la communiquait régulièrement à l'interne. Donc ça, ok, c'est la première partie, c'est comment on mesure le succès de nos efforts. Ensuite, c'est comment on clarifie les responsabilités de chacun, puisque, bon, je l'ai pas très bien détaillé, mais c'est un process qui est composé de plein d'étapes. Donc le cycle de vie, gestion d'un ticket. Au début, tu l'as bien compris, il y a l'identification, donc les clients remontent le problème. Ensuite, il faut qualifier ce ticket, il faut le prioriser, il faut l'assigner, il faut le labelliser, il faut le traiter, etc. Donc il y avait plein d'étapes. ouais, Donc là, c'est tout simplement ce que j'ai mis en place, c'est un tableau avec étapes, mission, un honneur, un responsable donc, et un outil associé. Donc ça, c'était très important. Il a été communiqué en interne pour que tout le monde puisse être au clair sur qui fait quoi, quand, comment. ok, Et puis, à chaque étape, il y avait donc des leviers pour optimiser donc tout simplement chaque étape. Je vais te donner un exemple. Il y avait une grosse problématique au niveau de la qualification des tickets. Donc, ce que j'ai mis en place, c'est des templates un peu plus poussés où les CX étaient forcés de décrire avant tout le problème, la solution, euh, comment elles pouvaient quantifier ce problème, combien de clients étaient par exemple touchés, etc. Ce qui a permis donc à l'équipe tech de recevoir des demandes bien cadrées, au moins c'était clair et limpide pour eux ce qu'ils avaient à faire ensuite. mais côté équipe CX, cette démarche, elle a été prise comment? Parce que c'est pas forcément simple aussi, tu changes un peu leurs habitudes, tu arrives un peu avec, comment dire, tes, euh, tes process, c'est pas forcément simple. Tout à fait. Tous les éléments que j'ai mentionnés, donc j'ai eu des idées, d'autres personnes m'ont proposé des idées, et à chaque fois on s'est toujours aligné, c'est-à-dire que j'ai proposé des templates, et notamment c'était un template par typologie de problème, donc un template pour un bug, un template pour une action tech palliative. Je leur ai fait des propositions et on les a optimisées ensemble. Bien évidemment, je forçais rien, sinon ça ne fonctionne pas. Mais t'as bien fait de me poser la question parce que c'est très important de le rappeler. Et petit aparté aussi pour optimiser chaque étape, je me suis aussi inspiré de ce que d'autres boîtes font d'ailleurs. Donc j'ai eu l'occasion de parler avec une personne de Payfit qui gère ce problème-là, donc AdScale, parce qu'ils ont plus de clients. Ça m'a permis d'identifier beaucoup d'idées. Après, forcément, faut rester pragmatique. Ils ont une couche automatisation qui est assez poussée, parce qu'ils ont un gros volume de tickets. Nous, c'était pas nécessaire de l'ajouter. Mais ça m'a donné beaucoup de bonnes idées. Et enfin, il fallait forcément adapter la stratégie produit et la roadmap, c'est-à-dire vraiment dédier du temps au sujet de la problématique des tickets support, donc plus de 50% sur un des trimestres. Donc ça, c'était d'un point de vue process. Et enfin, pour finir, un peu plus en détail, c'est que pour chaque typologie de problème, on a mis des choses en place. Et bon, là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais concrètement, pour les bugs, on a prévu du temps pour réduire la dette technique dans la roadmap. Donc les techs avaient plus de temps pour traiter des sujets de monitoring, Ouais. de refonte du code, etc. Et on a mis aussi beaucoup d'efforts pour développer des fonctionnalités dédiées à l'amélioration de l'onboarding. Un exemple, permettre de créer des cartes en masse, permettre de générer des exports de transactions, etc. Et quelque chose qui a été aussi très important pour réduire le nombre de tickets, c'est que, comme je le disais, il y avait un problème de compréhension du produit de la part des CX. Et donc, une des personnes de cette équipe-là m'a aidé à créer une doc. À chaque fois qu'on sortait une fonctionnalité, on expliquait précisément le problème. Cette doc était présentée toutes les semaines. Et de fait, on avait beaucoup moins de problématiques liées à des mauvaises compréhensions du produit. Ok, Voilà, c'est les grandes étapes. ok, là c'est tout ce que vous avez mis en place. Donc grâce à ça, maintenant, tu as plus de facilité à aussi à prioriser ce qui est du tout venant par rapport à ce qui est vraiment de, comment dire, de la maintenance opérationnelle, comme on vient de dire. Tout ce que vous avez fait là, quelque part, faut voir si ça a eu un impact. Parce que tu as mis des choses en place, mais comment tu as pu mesurer que justement ça a influé sur la boîte? Ah très important, hein. De toute façon, c'est ça la finalité, hein, c'est de générer de l'impact. Et c'est d'ailleurs pour ça que très rapidement, on a mis en place du tracking et on a défini cette fameuse North Star métrique. Donc, si tu veux, je peux te préciser les impacts que ça a eu d'un point de vue quanti déjà. C'est que en l'espace de 3 mois, si je dis pas de bêtises, le taux des tickets par utilisateur a baissé de 80%.
Et on s'est même retrouvé, ça c'était un peu la victoire, avec des journées sans tickets. Et ça, c'était top. Et aussi d'un point de vue temps passé par l'équipe tech, qui est aussi un KPI important pour nous. Au début, l'équipe tech pouvait passer jusqu'à 2 jours et demi sur ses tickets par semaine. Là, maintenant, on est plus autour de moins d'une journée, donc environ une demi-journée, voire un peu plus des fois. Et ce qui est aussi important de noter, c'est que la typologie des tickets a grandement évolué. C'est-à-dire qu'au début, on avait plein de typologies de tickets, par exemple des fausses manips, des tickets qui étaient un peu inutiles puisqu'il y avait un problème de compréhension. Et ces problématiques-là, on ne les a plus du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus que des bugs et encore des features à développer parce qu'il n'y en a jamais assez. Ouais, Mais voilà. Et d'un point de vue quali, puisque c'était avant tout un problème humain aussi, hein, comme je disais, il y avait des tensions, des frustrations. Là, il y a un climat qui est beaucoup plus apaisé, puisque déjà tout le monde a travaillé pour tacler cette problématique et on y est arrivé entre guillemets. Il y a toujours un peu du deux coups à mettre, mais on y est arrivé. Et donc forcément, tout le monde est un peu plus serein et les founders seront plus sereins sur la scalabilité de la boîte aussi, euh, forcément. on a Voilà. l'impression que ça a été pris au bon moment, en fait, hein, vraiment. C'est le ressenti, comme tu en parles, on se dit, plus tôt, ça aurait été pas mal, mais peut-être que vous auriez perdu du temps parce que c'était pas le sujet du moment, et plus tard, ça aurait pu être très problématique avec du churn ou autre, ou churn que ça soit, pardon, du turnover en interne ou du churn par rapport au client. Donc, on a vraiment la sensation que ça a été pris au bon moment. Pour arriver à faire tout ça, toi, là-dedans, tu as navigué, donc tu as réussi à naviguer, on a compris que c'était un projet quand même assez stratégique, donc tu avais quand même de l'appui, la direction. C'est quoi un peu ce qui t'a permis de réussir ce challenge-là, au niveau de tes compétences? Hum, Déjà, il y a quelque chose de très basique, hein, qu'on suit tous, c'est vraiment se focaliser sur le problème avant la solution. Et ça passe aussi pour ce type de problématique, puisque voilà, c'était un problème qui était assez global, avec beaucoup de personnes impliquées, beaucoup d'étapes, beaucoup d'outils, etc. Donc, il fallait vraiment comprendre précisément, mais qu'est-ce qui se passait. Donc ça, je pense, que c'est ça qui m'a aidé le plus et capitaliser sur la data, comme je le mentionnais. Mais un autre point, je pense, c'est la dimension mindset. Ça, je l'ai pas précisé quand tu m'as posé la question tout à l'heure des frustrations que j'aurais pu avoir ou des difficultés. C'est que au début, je me sentais vraiment tout seul pour tacler cette problématique. En fait, j'ai mis du temps avant de réussir à insuffler un changement de mindset. C'est-à-dire qu'au début, les tickets, ils étaient traités dans un contexte d'urgence. Donc, c'est traite le ticket le plus rapidement possible pour le client, sans se soucier de comment on le traite à long terme. Et ce que j'ai essayé d'insuffler comme changement, c'est comment je fais pour qu'un ticket n'arrive plus jamais. Et donc, j'ai eu du mal, mais j'ai dû rabâcher sans cesse quel était le why, tu vois. Et donc, clairement, hein, sous chaque ticket, quand il était mal qualifié, je répétais la même chose au CX. Comment tu penses qu'on peut traiter cette problématique de manière pérenne? Pareil pour les techs, est-ce que tu as des idées pour qu'on solutionne cette problématique? Comment on pourrait mettre plus de contraintes pour corriger cette faille, par exemple? Et donc là, ce que j'ai dû faire, c'est qu'à un moment donné, c'était pas suffisant. J'ai dû remonter le point à mon manager, qui lui a redescendu le point aux autres managers des autres équipes. Et c'est ce changement de mindset, je pense, qui a eu un énorme impact parce que là, d'un coup, tout le monde se mettait à poursuivre cette problématique dans le même sens. Donc, je pense que ça, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Euh, Tu dis tu l'as remonté à ton manager qui a pu aussi, comment dire, de manière transverse, redescendre ça. Comment tu l'as présenté au final pour que ça paraisse pas non plus, hein, je galère et en fait, je devrais pas galérer, qu'ils comprennent bien à quel point son appui allait avoir un impact là-dessus. Yes. Bah, enfin, j'ai toujours la même approche entre guillemets, c'est-à-dire que je suis arrivé avec des faits et bon, j'ai pu donner mon ressenti aussi parce que c'est pas facile à gérer, mais je suis arrivé avec des faits en disant voilà, regarde, là je te montre des exemples de tickets pour lesquels la qualification n'est pas optimale. Et du coup, tu vois bien qu'on perd du temps. Les techs reposent des questions. Moi, je dois reposer des questions pour creuser le problème. Donc, on perd beaucoup de temps. Et j'ai listé, mais vraiment beaucoup de tickets comme ça, par exemple. Et donc, forcément, il a compris la problématique. C'était factuel. Il mesurait l'ampleur. Et donc, forcément, il a pu transmettre cette problématique aux autres managers avec les éléments que je lui ai fournis. OK, ouais, par l'exemple. Très, 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 très Mm. important. OK, OK, plutôt clair. Et puis c'est intéressant de voir aussi les résultats que vous avez obtenus, hein. Comme tu dis, il y a des jours où il y a pas de tickets, Mm. l'équipe arrive à être focus vraiment sur, apporter de la valeur. Donc ça c'est très, très bien, et j'imagine la satisfaction client aussi derrière. Donc ça c'est cool.
On arrive un peu au bout de tout ça. Toi, est-ce que tu aurais un conseil pour d'autres first PM un peu dans cette situation pour arriver à gérer ça? Mmh, je vais essayer de faire une petite synthèse que je pense, Vas-y. enfin, j'ai essayé en tout cas de donner pas mal de tips. Je pense que les principaux takeaways, c'est quelle approche il faut suivre pour tacler le problème. Bah, pour moi, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment essayer de comprendre, mais deep, le problème. Donc, être H24 avec les techs, parler au CX, ne pas hésiter vraiment à regarder la data, mais surtout à parler aux équipes. Donc, les deux en parallèle. Et je pense que c'est aussi important de pas essayer de réinventer la roue. Souvent, on pense qu'on est les seuls à avoir cette problématique, mais en fait, toutes les autres boîtes les ont. Donc, concrètement, quand j'ai parlé à la personne qui gère les tickets support chez Payfit, ça m'a donné énormément d'idées. Ça a été un accélérateur. Et surtout aussi essayer d'avoir une vision globale des problèmes. Comme je le disais au début, on essayait de traiter chaque ticket un à un, les problèmes un à un. Et en fait, c'est vraiment quand on a pris de la hauteur qu'on a eu plus d'impact. Parce qu'on a développé des solutions qui vont résoudre 5-6 problèmes d'un coup. Ouais. Donc ça, c'est sur l'approche. Et sur la partie collaboration, communication, donc vraiment ne pas négliger les discussions, pas rester dans son coin. Et surtout, faire attention à pas devenir un goulot d'étranglement. Parce qu'à un moment donné, moi, je pouvais pas tout gérer. Et donc, j'ai essayé de déléguer certaines parties du process à d'autres personnes de l'équipe qui étaient plus à même de le gérer. Et ce qui m'a aussi permis, moi, de m'investir sur d'autres sujets stratégiques pour la boîte. Donc, notamment, là, en l'occurrence, c'est la monétisation de la plateforme pour le moment. Ouais, oui, parce que le sujet, tu l'as pris de manière temporaire. Au bout d'un moment, après, il fallait que Et tu te sortes de ça, quoi. c'est exactement, en fait, il y avait deux phases. Il y a résoudre le problème qui était critique. Et ensuite, phase de maintenance. Et cette phase de maintenance, elle est plus gérée par les CX et le lead tech Ouais, actuellement. ouais, c'est vrai qu'on en a peu parlé, mais effectivement, toi, il fallait que ce soit vraiment un impact, mais enfin, une implication temporaire. Très, très Exactement, importante, c'est sinon ça. très compliqué. Et Donc il y avait... Ouais, vas-y, dis-moi. pardon, vas-y. Et le troisième aspect, c'est aussi connecter ce type de problématique avec la stratégie, la roadmap, pour que on soit tous alignés sur le fait qu'on mette beaucoup d'efforts et donc qu'on dise non à beaucoup d'autres demandes, parce que sinon on va limiter la frustration. Donc c'est important de bien communiquer et de l'intégrer dans la roadmap et de bien le prioriser. Donc juste pour préciser le point d'avant d'ailleurs, donc sur un quarter, on a mis, je crois, à peu près un peu plus de 50% de l'effort sur les tickets nano one. Donc les tickets support. Le quarter d'après, à peu près 20-30%. Et maintenant, on est à un peu moins de 5%. C'est-à-dire, on va chercher du 80-20. Quand on voit qu'il y a un ticket qui pop souvent, on va essayer de développer la feature. Tant pis pour les autres. Ça pop de temps en temps, c'est pas grave. Moi, je comprends. Et il y a un truc que j'ai vraiment, sur lequel j'ai vraiment tiqué dans tout ce que tu as dit là, sur les key takeaways là de fin, c'est quand t'es first PM, t'as tendance à avoir l'impression que t'es très isolé. Alors, comme tu dis, avec tes équipes en interne, tu communiques et tout. Je trouve ça vachement intéressant ce que tu as fait aussi, le côté communauté, c'est-à-dire penser à échanger avec d'autres personnes qui sont pas de ton entreprise, mais tes pairs, pour aussi savoir comment c'est traité. Et ça, je trouve ça super important parce que on se sent très très seul dans ce métier-là au départ. Mm. Et c'est super intéressant d'aller en discuter avec d'autres. Donc voilà, je voulais rebondir là-dessus. Et ce qui me fait une transition sur un truc, c'est est-ce que toi, tu peux me donner ta définition de ce qu'est un first PM, justement? Euh, je pense que pour le coup, souvent on parle du mini SEO dans le produit, etc. Je pense que, alors on peut ne pas être d'accord sur certains aspects, c'est vrai et pas vrai, mais je trouve que quand on est le premier PM, il faut quand même avoir ce mindset-là, parce qu'il faut être ultra proactif. Il y a beaucoup de choses à mettre en place au début. Donc pour moi, un first PM, c'est une personne qui va devoir mettre les mains dans le cambouis, être extrêmement pragmatique parce qu'il ne pourra pas tout faire et qui devra aussi ouais, prendre les bonnes décisions parce qu'à ce stade-là, c'est assez critique, je pense. Donc en fait, c'est un rôle qui est très opérationnel, très main dans le cambouis, mais aussi très stratégique Ouais, parce clairement. que il faut poursuivre les bons combats. Donc voilà. En tout cas, moi, je sais que c'est vraiment le contexte que je préfère, hein, pour le moment. Ok. En fait, on sent qu'on a beaucoup d'impact. Ouais, clairement, clairement. Non, ça c'est cool. Ça c'est clairement cool. Je suis d'accord avec toi. Écoute, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des choses. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose de ton côté sur ce sujet-là ou tu sens qu'on est plutôt bon? Non, je pense qu'on a fait le tour. On est pas mal, on est pas mal. Mm. Si des gens veulent venir échanger avec toi, justement pour discuter de cette problématique ou autre, on te trouve sur LinkedIn, je suppose. Tout à fait. Théo Roulant. Ouais, je mettrai dans la description de l'épisode, je mettrai le lien vers ton LinkedIn. Super. Eh ben écoute, Théo, merci beaucoup et je te souhaite une bonne journée. Merci à toi.
Bonne journée. Cet épisode est maintenant fini. Un grand merci à notre invité et à toi pour ton écoute. J'espère que tu auras pu y trouver ton compte. Pour soutenir ce podcast et m'aider à son développement, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, voire même 6 sur ta plateforme d'écoute, avec un petit commentaire ou encore à partager cet épisode avec un de tes proches. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous de First PM Stories.